Et voilà. Bonjour à toutes et à tous. Il est 4 minutes passées l'heure de départ, donc on va rentrer dans le vif du sujet en vous remerciant d'être ici pour parler de la protection du droit à l'éducation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quelques mots avant les messages de bienvenue, c'est de bien éteindre vos micros. Pendant toute la durée des présentations, vous aurez la possibilité de participer dans la dernière partie et à ce moment-là, d'allumer les micros. Donc, éteignez bien les micros, éteignez les téléphones. Vous pouvez poser vos questions dans la barre de discussion à tout moment. Euh, et vous pourrez utiliser l'icône lever la main avant de prendre la parole. Ça nous aidera à procéder en fonction de, voilà, de l'ordre. Donc, n'oubliez pas d'utiliser le petit icône lever la main qui est dans la barre d'outils. L'événement est disponible en français et en anglais. Donc, vous pouvez cliquer sur l'icône globe ou le petit icône, vous avez le même symbole que celui qui est là dans la barre d'outils en bas de votre écran. Et j'ajoute que cette session est enregistrée. Toutes les présentations, le contenu, les ressources, les outils et les liens seront partagés ensuite sur une même page, donc la page de l'INE, ine.org. La prochaine diapo. Sarah, next slide. Oui, donc les objectifs, c'est de sensibiliser à la situation dans l'Est de la RDC, comment elle affecte l'éducation et en particulier la réalisation du droit à l'éducation. L'idée est là, et la communauté de langue française est là pour soutenir les membres de l'INE et renforcer la communauté de l'éducation en situation d'urgence. Donc, on va entendre des acteurs clés de l'éducation. On va voir ensuite qui prendra la parole. Je voulais ajouter que cet événement est vraiment très important pour nous parce qu'il représente une des fonctions principales de l'INE, qui est de rassembler et de faire entendre les voix de ses membres. Donc aujourd'hui, on va entendre la voix des acteurs de l'éducation en situation d'urgence et la voix des personnes qui constituent la communauté éducative. C'est donc pour ça que vous aurez des interventions en direct et il y a d'autres interventions qui sont préenregistrées. C'est aussi pour permettre l'accessibilité et l'inclusion de ces voix que parfois on n'entend pas parce qu'ils n'ont pas accès technique, technologique, ou bien à cause des problèmes de sécurité, ils ne peuvent pas se déplacer pour accéder à Internet. Donc, c'était un point important que je voulais mentionner voilà, au début. On va regarder la prochaine diapositive. Next. Donc, ce webinaire va être en 3 parties. Une partie introduction dans laquelle on va voir la situation en République démocratique du Congo. Ensuite, on passera au volet protection, protection de l'éducation, et on regardera les opportunités de continuité éducative et les besoins. Et là, vous pourrez prendre la parole. Donc, je suis Emeline Marchois, je suis la facilitatrice de la communauté de langue française de l'INE. Je vais bientôt passer la parole à Dean Brooks, le directeur de l'INE, et on aura Jonas Abimana, Gilbert Amari et un témoignage dans cette première partie. Je reviendrai sur les fonctions des uns et des autres au fur et à mesure. Dean, le micro est à toi. Thank you so much, Emmeline. Merci beaucoup à Emily et merci beaucoup à tout le monde qui est ici avec nous. Je suis vraiment content de voir beaucoup de membres, beaucoup de partenaires ici connectés. Il y a quelques semaines, les membres de l'INN ont contacté le secrétariat et qui demandaient à souligner le besoin pour l'éducation en situation d'urgence dans l'Est de la RDC. Nous croyons que une façon que nous pourrons avoir un impact de façon collective,
serait à travers des actions collectives représentées à travers la réunion d'aujourd'hui. Ça fait partie des fonctions clés de l'INE. Nous essayons de mettre en place une plateforme afin que nous entendions les voix de ces personnes pour soutenir la mission de l'INE pour faire euh, promouvoir l'éducation. L'écran vient de me dire de confirmer la langue. Est-ce que vous m'entendez, Emily? Très bien. Alors, pour vraiment mettre en valeur notre mission, le droit à l'éducation dans toutes les situations, l'événement d'aujourd'hui nous donne la possibilité d'apprendre de la part des membres de l'INI qui sont en train de travailler pour assurer que nous sommes en train de faire promouvoir le droit à l'éducation à l'est de la RDC. Et donc, ce webinaire rassemble de différents acteurs et des parties prenantes qui vont partager leur expérience. Nous allons pouvoir apprendre l'un des autres. Nous espérons que ceux qui sont connectés ici vont trouver des moyens pour collaborer et s'entraider, pour lutter et pour faire face aux situations que sont confrontées par les enfants. J'aimerais dire un grand merci aux membres de l'INE d'avoir tiré notre attention à cette situation. Et j'aimerais juste dire merci à tout le monde pour votre soutien continu et votre réponse à l'éducation en situation d'urgence, surtout dans les temps difficiles. Votre travail, votre dédication vraiment nous inspire tout ça. Et je vais maintenant passer la parole parce que je veux que nous commençons et je veux que nous prenions le temps d'écouter tout le monde. Et donc, une fois encore, merci beaucoup, Émilie. Je vous passe la parole. Merci de nous avoir accordé de ton temps précieux. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est un webinaire participatif qui est né d'une réponse aux besoins des membres de l'INE en RDC, qui avait été identifié par la communauté de langue française et réellement lancé à la demande d'un membre qui se nomme Jonas Abimana, qui est le directeur exécutif de Biferd, mais également le point focal INE en RDC, et son mandat se termine très prochainement en avril. Jonas nous a préenregistré une vidéo et on va la visionner. Donc, oui, on peut visionner la vidéo de Jonas. Je suis M. Jonas Yabimana, en République démocratique du Congo. Je suis dans un site de déplacés ici à l'est de la RDC, au nord Kivu. Depuis le mois de février, la situation est devenue très complexe au niveau de la région. Et des milliers de personnes se sont déplacées suite aux conflits armés. Les questions liées surtout à l'accès à l'éducation posent aujourd'hui beaucoup de problèmes parce que beaucoup d'enfants ne peuvent pas vraiment aller à l'éducation. Et ça pose aussi des problèmes de protection parce que les enfants qui ne doivent pas aller à l'école sont en train de passer toute la journée dans les sites sans encadrement, sans espoir. Et là, il y a vraiment des problèmes de protection. Et surtout que beaucoup d'écoles ont été aussi occupées par les déplacés. Il y a des écoles qui ont été attaquées par les groupes armés. Et il y a vraiment un grand besoin en matière de l'éducation. Donc nous demandons à ce que tous les partenaires, partout là qu'ils se retrouvent, qu'ils puissent vraiment nous soutenir, voir comment on peut faire un plaidoyer de grand niveau pour améliorer l'éducation des enfants, surtout les enfants qui ne peuvent pas finir l'année scolaire, alors que d'ici là, ça sera la période des examens. Il y a des enseignants qui ont besoin d'être formés, des salles de classe temporaires qui devraient être mises en place, et pourquoi pas aussi la réhabilitation des salles de classe dans les zones de retour, là que les populations sont en train de retourner. Vraiment, c'est un coup d'envoi pour nous, pour faire un appel particulier à tout le monde, de soutenir le secteur de l'éducation et surtout la protection des enfants pendant ce contexte difficile. Merci beaucoup. Voilà, donc je remercie Jonas pour cet enregistrement qui nous met dans le vif du sujet les problèmes de protection, les besoins en formation et aussi un appel à soutenir l'ensemble de l'éducation en situation d'urgence. On va maintenant passer la parole à notre collègue de l'UNICEF, Madame Gilberte Amari, qui est la coordinatrice nationale du cluster éducation en RDC. Donc Gilberte va nous présenter les dernières données recueillies par le cluster et nous résumer la situation des besoins en éducation. Gilberte, est-ce que ton micro fonctionne? Bonjour à tous, bonjour Emeline, bonjour à Parfait. tous les partenaires, bonjour à tous les partenaires de l'INE.
C'est un plaisir pour le classeur éducation aujourd'hui de présenter la situation de la RDC. Moi, je suis Gilberte Amari, la coordinatrice nationale du classeur éducation. Le plan de présentation ici affiché, on va vous donner le contexte général, l'impact des crises et conséquences humanitaires, des informations clés sur notre planification, notre stratégie de réponse, les défis à relever et surtout les messages clés que nous voulons partager avec vous. Slide, s'il vous plaît. Donc, au niveau du contexte, voilà, au niveau du contexte, en RDC, il faut noter que nous avons une urgence complexe. Nous avons les conflits armés, nous avons les catastrophes naturelles et nous avons aussi les épidémies, les pandémies, tout ça se regroupe dans la même zone de façon générale, bien que dans certaines zones, nous pouvons avoir des épidémies ou des catastrophes naturelles sans forcément le conflit armé. Mais au niveau de l'Est, on a toutes ces urgences tous ensemble. Et donc, en 2024, nous sommes entrés vraiment en 2024 avec plus de la moitié de la population de la RDC un quart de la population de la RDC qui se trouvait confrontée aux besoins multisectoriels élevés. Et environ 14 000 enfants étaient concernés, avec 3 600 000 enfants déplacés. Parmi ces 14 000 enfants concernés, on a plus de 7 800 000 enfants d'âge scolaire de 6 à 17 ans qui sont affectés. Les données générales, comme nous l'avons dit, slide s'il vous plaît. Donc, le slide suivant, c'est vraiment la désagrégation au niveau des personnes. Est-ce que vous me suivez? Voilà. La désagrégation au niveau des personnes, des âges et du genre. Et maintenant, nous continuons avec l'impact. Nous avons, s'il vous plaît, on revient sur l'incident contre les écoles. Le slide, c'est l'incident contre les écoles. Donc, au niveau des écoles, en 2023, nous avions 840 000 écoles qui étaient affectées, fermées. Et en fin 2023, en décembre, nous en avions 242 qui étaient rouvertes. Donc, nous avions encore 606 écoles qui restaient fermées. Et donc, il y a des enfants qui continuaient de ne pas pouvoir avoir accès à l'école du fait de la situation des crises, des catastrophes naturelles qui ont amené à la fermeture des écoles. Et donc, dans le petit tableau des causes de fermeture, si vous faites le calcul, vous allez trouver que près de 92% des écoles fermées sont dues aux crises armées, aux conflits armés, pendant que 9,2% sont dus aux causes naturelles, aux catastrophes naturelles. Slides. Ici, nous avons surtout, pendant que de l'autre côté, on avait le problème dû au conflit armé, ici, nous avons un exemple de la synthèse des écoles. Le nettoyage est en cours des écoles affectées par le fait des catastrophes naturelles. Il s'agit notamment des inondations, mais aussi on a des vents violents qui impactent sur les infrastructures. Et donc ici, nous avons plus de 1600 écoles qui sont affectées par les catastrophes naturelles à travers le pays, touchant plus de 560 000 enfants, dont plus de la moitié près de la moitié sont des filles. Slides. De tout cela, nous en arrivons à une problématique d'école qui est vraiment dans une situation assez catastrophique, des écoles qui sont attaquées ou occupées, des écoles inondées,
avec destruction des écoles, de la documentation, des eaux usées dans les salles de classe avec des déchets solides, vraiment un problème d'hygiène pour les enfants. Des écoles qui sont surpeuplées en comparaison aux standards nationaux. Par exemple, ici, nous avons dans le petit coin de tableau où nous avons 99 enfants dans une salle de classe, alors que le standard dit 55 élèves. Donc, nous avons presque la moitié, nous avons 2 fois, on va dire, le nombre de classes en rapport avec les standards nationaux. Et nous avons aussi les écoles qui sont occupées par des personnes déplacées, soit à cause des crises, des conflits armés, soit à cause de la situation de catastrophes naturelles. Donc, la conséquence que nous avons ici en rapport avec la protection, d'abord avec l'éducation, c'est que les enfants sont en rupture scolaire et aussi ils sont à haut risque de protection, c'est-à-dire qu'ils sont par exemple à risque d'être recrutés dans les groupes armés, à être enlevés, à risque de travail forcé, violences basées sur le genre, la drogue, la grossesse précoce et aussi des mécanismes de suivi négatifs et des maladies évitables. Ici, mécanisme de suivi négatif, ce qu'on a sur le terrain, c'est qu'il y a les adolescents et adolescentes se livrent au sexe de survie. Donc, une forme de prostitution qui est vraiment dans l'environnement des personnes affectées parce qu'elles n'ont pas les moyens d'assurer leur suivi et aussi parce qu'il n'y a plus d'école. Donc, les jeunes filles et les jeunes gens sont aussi livrés à cela. Slides. Les chiffres clés que nous avons ici, vraiment, du fait de ce que nous n'avons pas assez de financement, nous avons, par exemple, pour cette année, par rapport à notre cible, bien que nous sachions que l'éducation en situation d'urgence doit couvrir les enfants d'âge de 3 à 17 ans, nous avons, au niveau des classes, vraiment mis de côté les enfants de 3 à 5 ans parce que nous avions peu de partenaires et surtout, nous n'avions pas de financement disponible sur ce segment-là. Donc, comment on dit ça? Voilà. Donc, en affectant nos priorités, indicateurs de priorisation, nous en sommes arrivés à un besoin de 842 000 enfants d'âge scolaire dans le besoin et une cible de 646 000 enfants pour les partenaires du classeur. Il faut noter que c'est vraiment une priorisation des priorisations, un peu comme nous disons les standards minimum. Vraiment, pour ces enfants, si rien n'est fait, c'est la déscolarisation totale. Ils ne peuvent pas du tout aller à l'école s'il n'y a pas d'appui. Sinon, le besoin, il est plus grand, mais vraiment, c'est une priorisation des priorisations. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, Gilberte, il te reste 2 minutes pour aborder les stratégies. Donc, c'est parfait. Oui, j'ai fini. Voilà. Donc, en termes de stratégie, voilà, nous avons 3 composantes, accès, qualité et gouvernance. Et nous travaillons sur la mobilisation des communautés pour le retour et le maintien des enfants à l'école, l'organisation des cours de récupération et cours de rattrapage, voilà, le renforcement des capacités des écoles avec des espaces temporaires d'apprentissage et vraiment des réhabilitations assez légères des écoles qui accueillent les enfants, l'alphabétisation fonctionnelle, la distribution de kits, le renforcement des capacités des enseignants et des acteurs de l'État. Ça, c'est très important parce que ça va nous permettre d'assurer le renforcement, la résilience du système, la mise en place des programmes d'éducation par la radio et l'approche Safe School, la prise en
la prise en charge psychosociale des enfants et le plaidoyer. Les grandes lignes de notre stratégie, c'est la collaboration étroite avec les autres secteurs et l'appui aussi au développement, au Nexus, parce que nous avons besoin d'appuyer le renforcement des capacités institutionnelles pour pouvoir vraiment rendre le système résilient. Et donc, nous sommes dans un paquet de formation des partenaires, de stock de contingence, d'appui à l'élaboration d'une stratégie nationale pour l'éducation en situation d'urgence. On va par les objectifs du classeur. Vous pouvez passer les slides. Voilà. Les objectifs du classeur, on en a 3. Oui, vous passez l'autre slide. Ici, on a presque fini. Les objectifs du classeur, on en a 3. Un accès inclusif et équitable à une éducation de qualité dans un environnement d'apprentissage sûr et protecteur pour les enfants qui se seraient déplacés de 0 à 6 mois. Et pour les enfants qui seraient déplacés depuis plus de 6 mois jusqu'à 1 an, nous voulons vraiment assurer un accès à une éducation de qualité inclusive et équitable. Et en objectif 3, nous voulons que les enfants de 6 à 17 ans qui fréquentent les écoles ciblées soient protégés contre les abus, exploitation sexuelle ainsi que les violences basées sur le genre en milieu scolaire grâce à un paquet d'activités visant la protection et la sauvegarde des enfants en milieu scolaire. Donc, cet objectif-là contribue aussi aux 2 autres objectifs. Et donc, les messages clés que nous voulons passer, c'est que nous avons plus de 4 millions d'enfants du primaire qui étaient inscrits pour l'année scolaire 2023-2024, mais avec les situations que nous avons actuellement, ces enfants-là risquent de perdre leur année scolaire si rien n'est fait. Donc, les enfants ont besoin de nous tous. Et il y a encore plus de... dans cette année, en février, on dirait en mars 2024, nous avons plus de 1000 écoles qui sont fermées du fait des conflits et des catastrophes naturelles. Donc, ici aussi, nous en appelons à la contribution de tous. Maintenant, est-ce que tu me donnes juste 30 secondes pour les points d'articulation et collaboration avec l'INE? C'est notre organisation tous ensemble. Voilà, donc nous voulons continuer les échanges sur les thématiques émergentes. Ici, nous parlons des impacts des changements climatiques sur l'éducation, les redevabilités et la localisation. Nous voulons aussi un renforcement, qu'on continue avec le renforcement des capacités des partenaires du classeur sur ces thématiques-là, changement climatique, santé mentale, éducation inclusive, éducation à la paix, éducation sensible au conflit. Nous voulons que, avec nous puissions avoir la production d'outils de plaidoyer de niveau provincial, parce qu'ici, le pays est assez grand. Et donc, nous devons arriver à avoir, enfin, que nos clusters provinciaux puissent avoir du contenu ou comment faire le contenu pour les fact sheets, les bulletins, les vidéos pour le plaidoyer. Et puis aussi, nous en appelons aux partenaires qui sont ici pour un plaidoyer auprès des donateurs pour la prise en compte des financements de l'éducation en urgence au niveau de la RDC. Merci beaucoup pour votre attention. La protection du droit à l'éducation et l'approche multisectorielle et interagence. Et je vais passer la parole à Alison Joyner, qui est consultante spécialiste en éducation en situation d'urgence. Alison a travaillé récemment pour l'Alliance de la protection de l'enfance dans l'action humanitaire et l'INE pour une consultance. Elle est maintenant avec Plan International au Royaume-Uni
et elle travaille sur des rapports d'analyse de genre dans le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. C'est un projet qui est financé par Education Cannot Wait et c'est pour piloter une boîte à outils sur la mise en place des analyses. Donc, Alison va vous présenter l'importance du travail multisectoriel et interagence entre la protection de l'enfance et l'éducation en action humanitaire, ce qui va donner une bonne base pour continuer ce webinaire. À toi, Alison. Merci, Emeline, et bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'il y a une diapo qui devrait arriver. Parfait, merci. Je suis ravie de prendre cette occasion de faire quelques remarques sur la connexion justement entre l'éducation et la protection de l'enfance. Et au cas où vous ne la connaissez pas encore, cette note d'orientation développée par un groupe de travail de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'intervention humanitaire et de l'INE. La note a pour but de soutenir le travail des praticiens et praticiennes de l'éducation et de la protection de l'enfance qui répondent aux besoins des enfants et d'adolescentes lors des crises humanitaires, y compris évidemment les ministères, les ONG nationales et internationales, les agences des Nations Unies et les bailleurs. La situation en RDC est clairement une crise de protection qui ne peut être séparée de celle de l'accès à une éducation en sécurité. Donc, si on peut avoir 4 clics, s'il te plaît, Sarah. Donc, la note d'orientation soutenir les programmes intégrés de protection de l'enfance et d'éducation dans l'action humanitaire. Voilà, clique 4 fois. Voilà. Prend ses racines dans les 2 manuels de normes minimales pour la protection de l'enfance de l'Alliance et pour l'éducation en situation d'urgence de l'INE, qu'on voit sur l'écran là. Okay. Je porte l'attention spécifiquement aux 2 modèles utilisés pour les 2 manuels. Si on peut retourner à l'autre diapo, la diapo avant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le modèle socio-écologique à gauche, qui est celui qu'on trouve dans les normes minimales pour la protection de l'enfance, place l'enfant au centre de son milieu. D'abord la famille, puis la communauté, la société et les normes socio-culturelles transmises dans un contexte. Et à droite, nous voyons les domaines de l'INE, qui représentent de la perspective éducation un modèle comparable. La participation communautaire autour de l'accès à l'éducation, à l'école, dépendant en partie des familles, évidemment, puis l'enseignement et le système qui impacte cet enseignement. Et nous savons, même si ce n'est pas explicite, que l'accès à une éducation de qualité est aussi impacté par la société et les normes socioculturelles. Et donc, pour voir, si on voit juste à droite de l'image de la note d'orientation, pour élucider ces interconnexions entre l'éducation et la protection de l'enfance, la note d'orientation présente une version du modèle socio-écologique avec l'école insérée, là on voit avec la flèche, pour montrer le chevauchement entre les 2 modèles et les 2 secteurs. La note en soi est organisée par domaine programmatique, qu'on voit, on fait référence là sur la page 19. Et chaque domaine couvre une vision partagée de la programmation intégrée, des questions directrices, des indicateurs, des ressources et des exemples. Les domaines s'alignent sur les domaines et les normes de l'Alliance et des normes minimales de l'INE pour l'éducation. Et les références les plus courantes étant au domaine 2 des normes minimales de l'éducation, c'est-à-dire accès et environnement d'apprentissage, et surtout la norme 2, protection et bien-être, et dans les normes minimales pour la protection de l'enfance, sur le standard 23 du pilier 4 des normes de l'Alliance, ce qui se concentre sur l'éducation et protection de l'enfance. D'accord? Donc, on passe à la prochaine diapo. Donc, on vient de terminer, comme a évoqué Emeline, une consultation pour informer les prochains pas pour l'initiative commune entre l'Alliance et l'INE, y compris la promotion et l'utilisation de cette note d'orientation.
Une des principales recommandations des répondants et répondantes à cette consultation, c'était de renforcer un esprit de partenariat renforcé et responsabilisé, empowered, entre les actrices en éducation et la protection de l'enfance. Et cela comprend bien sûr les enseignantes et le personnel des services sociaux et de protection. Et donc, on a créé ce graphique, toujours en projet, pour représenter la collaboration et le modèle socio-écologique comprenant les deux secteurs et qui accompagnerait une petite sélection de ressources clés avec la note d'orientation. Et on voit au cœur de ce graphique à gauche encore l'enfant et l'adolescente, centrant leur protection, bien-être et apprentissage, traduisant alors leurs droits à l'éducation et à la protection. Donc, on pourrait aussi mettre au centre là les droits humains. Les domaines de programmation qu'on voit à droite là représentent les champs de travail les plus courants dans les programmes intégrés de la protection de l'enfance et de l'éducation en situation d'urgence. Et ces domaines, avec les considérations transversales qu'on voit autour, la participation, coordination, plaidoyer, preuve et apprentissage, reflètent le modèle socio-écologique tenant compte d'une vision partagée des deux secteurs, de l'intersectionnalité et des espaces opérationnels de l'intégration. Encore la prochaine diapo, s'il vous plaît. Et dans le contexte de la RDC, la section 4, accès sécurisé et environnement d'apprentissage sûr de la note d'orientation, s'avérera particulièrement pertinent. La protection de l'enfance contre les attaques, la santé mentale et le soutien psychosocial, et l'apprentissage social et émotionnel, et finalement la violence basée sur le genre, en particulier en milieu scolaire. On a entendu déjà Gilberte évoquer les questions et les problématiques auxquelles vous faites face. Et nous espérons qu'un résultat de la consultation sera des ressources pour soutenir l'utilisation et l'amélioration de la note d'orientation dans des contextes comme la RDC. Et finalement, la dernière diapo, s'il vous plaît, pour terminer, je voudrais simplement souligner deux autres ressources additionnelles qui sont le cadre pour la collaboration dans la coordination de la protection de l'enfance et l'éducation en situation d'urgence, qu'on voit à gauche, avec son sommaire aussi. Et celui-ci a été développé par le cluster éducation avec le sous-cluster protection de l'enfance. Et c'est très complémentaire à la note d'orientation en se focalisant sur la coordination. Et puis dernièrement, pour celles et ceux qui lisent l'anglais, parce que malheureusement, ce n'est pas encore en français, mais les documents qu'on voit à droite sur l'écran sont un résumé d'apprentissage qui vient d'être publié ce mois-ci, en fait, de bonnes pratiques en matière d'intégration du genre et de l'atténuation des risques de violence basés sur le genre, et dans l'éducation spécifiquement. Et l'étude de cas de la RDC décrit comment le cluster éducation en RDC a établi des objectifs et indicateurs clés qui intègrent les mesures pour mitiger des violences basées sur le genre dans les réponses éducation pour le pays. Et on a déjà vu dans les diapos de Gilberte comment ça prend forme. Et donc maintenant, clairement, par le même biais, soutenant la protection de l'enfance via l'éducation. Donc maintenant, je voudrais repasser la parole à celles et à ceux qui font le vrai travail là où vous êtes en RDC. Merci. Merci beaucoup, Alison. Et oui, j'espère qu'on va pouvoir entendre les voix des collègues qui font le travail sur place. J'espère que les vidéos vont mieux fonctionner. Un petit résumé de ce que notre collègue de World Hope Givers disait. En fait, il parlait de la grande insécurité qui provoquait les déplacements. Donc, les écoles menacées sont déplacées vers des zones dites plus sécurisées. Lui, il comptait dans son secteur 40 écoles qui avaient été déplacées à cause des menaces. Il faisait mention que les écoles étaient
du coup organisé dans des maisons de particuliers, mais ça engendrait des frais supplémentaires aux autorités éducatives parce que du coup, elles devaient payer des loyers, que la capacité d'accueil est vraiment minimale, qu'ils font face à des trop grands nombres d'effectifs classes. Les classes sont surpeuplées, les enseignants font face à de grandes difficultés, les enfants sont obligés de s'adapter, mais aussi le corps enseignant doit s'adapter aux nouveaux besoins des enfants et en termes de protection, mais aussi en termes d'objectifs scolaires. Donc, c'est un peu un résumé de ce que nous avait dit le collègue sous-Proved, Enoch. On va maintenant passer à la protection des écoles au Nord Kivu, avec la participation, l'intervention de Mariam Touré, qui est une collègue qui travaille en tant que conseillère pour le plaidoyer humanitaire chez Save the Children. Elle s'occupe des régions de l'Afrique du Centre et de l'Ouest. Et j'ajoute que Save the Children est membre du comité directeur de GCPA, donc la coalition pour la protection de l'éducation des attaques. Et Mariam va nous parler d'un atelier qu'elle a facilité en 2024, en janvier, sur la sécurisation de l'espace scolaire au Nord Kivu. Mariam, j'espère que tu es là. Oui, bonjour Emeline, j'espère que tu m'entends bien. Je t'entends très bien. Si tu veux mettre ta vidéo, tu peux. Moi, j'enlève la mienne et pour te donner une indication du temps, je reviens à peu près 2 minutes avant la fin de ton intervention. Il n'y a pas de souci, mais ma vidéo est activée, hein. J'espère que Oui, vous me on te voyez voit très très bien, on t'entend très bien et je suis très contente que tu sois là. Merci beaucoup. bien. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, vraiment ravie d'être là et merci à Emeline et Ine pour l'invitation. Donc, comme elle l'a souligné, dans le cadre de cette présentation, je vais plutôt un petit peu m'appesantir sur un atelier que nous avons eu à organiser, Save the Children à Goma en janvier dernier, sur la sécurisation de l'espace scolaire au Nord Kivu. Donc, la structure de la présentation se présente comme suit. Je vais vous parler brièvement de l'historique de la DSE, de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles en RDC, avant de souligner rapidement le contexte au Nord Kivu et de m'appesantir un peu plus sur souligner les éléments clés qui sont ressortis de cet atelier organisé à Goma. Slide, s'il vous plaît. Diapo. Merci beaucoup. Alors, avant de parler d'historique, il est important aussi pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept de comprendre ce que c'est la DSE, la Déclaration sur la sécurité dans les écoles. Eh bien, cette déclaration, ou plutôt ce document, a été élaboré à la suite d'un constat. On s'est rendu compte qu'à travers le monde, en période de conflit, les écoles, qui sont normalement des sanctuaires d'apprentissage, étaient de plus en plus ciblées par les groupes et attaquées. Donc, à la suite de cette réalisation, eh bien, les gouvernements de Norvège et d'Argentine ont décidé de soutenir l'élaboration d'un document, une déclaration qui va être proposée aux États et à qui on va demander de signer pour pouvoir s'engager politiquement, pour pouvoir protéger leurs espaces scolaires contre les attaques. C'est de ça qu'est née la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, qui a été ouverte à signature en mai 2015, lors de la conférence d'Oslo, la première conférence d'Oslo sur la sécurité dans les écoles. Donc, à ce jour, 119 États à travers le monde ont eu à signer cette déclaration dans la RDC. Diapo, s'il vous plaît. Slide. Alors, oui, donc une année après l'ouverture de la déclaration à signature, la RDC l'a signée. Et par cette signature-là, elle s'est engagée à appliquer toutes les lignes directrices, dont notamment la non-occupation des écoles par les groupes armés ou les forces armées, la protection, la sécurisation de l'espace scolaire et également l'application des lignes directrices qui s'assurent de sécuriser les écoles. Donc, juste après cette signature, il y a une table ronde
également de la façon de cet engagement. Malheureusement, depuis l'organisation de cette table ronde et la signature, pas grand-chose ont été, il y a eu peu de développement par rapport à la mise en œuvre de la déclaration. C'est suite à ce constat-là que Save the Children a décidé de continuer à suivre ses engagements à travers l'organisation de l'atelier que nous avons eu à faire à Goma. Slide, s'il vous plaît. Diapo. Alors, comment se présente la situation des écoles au Nord Kivu? Alors, nous avons constaté qu'il y avait une recrudescence des attaques, notamment ciblant les écoles. Depuis le début de l'année 2024, notamment, plusieurs écoles ont été attaquées et 24 ont été occupées par les groupes. Nous avons également constaté la fermeture de 189 écoles en raison de l'insécurité. Ça peut être dû aux attaques directes ou à l'atmosphère vraiment de peur qui entoure la ville ou la localité en raison du conflit et qui font que les écoles doivent être fermées comme mesure préventive. Suite à cela, il y a beaucoup d'enfants qui ont été témoigné avoir été victimes témoigné avoir été témoins avoir été victimes et avoir assisté à des scènes atroces en lien avec ces attaques. Excusez-moi. Slide, s'il vous plaît. Diapo. Voilà, donc c'est à la suite de ce constat-là que nous avons décidé avec d'autres organisations d'organiser un atelier sur la sécurisation de l'espace scolaire au Nord Kivu, mais surtout un atelier de réflexion sur la mise en œuvre, l'état de mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles dans la province et comment est-ce qu'elle peut être améliorée. Slide. Alors, l'atelier s'est tenu sur 2 jours en fin janvier 2024 et avait pour objectif, comme je l'ai dit plus tôt, de vraiment explorer la problématique, approfondir un peu plus les questions spécifiques liées à la mise en œuvre pour davantage renforcer l'environnement protecteur autour des écoles. Nous avons eu 35 participants qui étaient présents, dont les représentants provinciaux des forces armées de la RDC, les PROVED, ainsi que le représentant du gouverneur, ainsi que des ONG locales et autres ONG internationales. Slide, s'il vous plaît. Donc, à la suite de l'organisation de cet atelier, tout autour de cela, nous avons constaté qu'il a vraiment été un important moyen d'observer l'état des discussions. Pour beaucoup de participants qui étaient présents, la DSE était vraiment un concept qu'ils ne maîtrisaient pas ou qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Et c'était quelque chose également, c'est un constat qui était assez alarmant parce que c'est censé être un des outils préconisés pour pouvoir davantage sécuriser les espaces scolaires. Et le fait que certains participants aient notamment partagé le fait qu'ils n'étaient pas forcément familiers avec ce concept est vraiment l'un des points clés qui est ressorti de nos discussions-là. Il y avait également les discussions autour de la dynamique entre les différents acteurs dans la localité. À la base, c'était le MRM, par exemple, dans le cas du recensement de la collecte des données en lien avec les attaques. C'était le MRM qui était mis en place, qui était l'idée à l'époque qui est toujours l'idée par l'UNICEF et appuyé par la MONUSCO. Cela dit, on a aussi dénoté lors des discussions qu'il y avait souvent des défis liés à la coordination et la synergie des différents acteurs dans le cadre de la collecte des données en lien avec des attaques contre l'éducation, mais également la mise en œuvre de la DSE. Au-delà de cela, l'atelier a aussi été un important moyen d'encourager les acteurs à prendre des engagements. Donc, à la suite de ce dernier, une feuille de route a été élaborée par les participants et chacun, en son rang et qualité respectifs, a décidé d'élaborer un plan d'action, des points d'action clés pour s'assurer de la mise en œuvre de la SSD, de la déclaration sur la sécurité dans les écoles, mais également pris des engagements concrets pour pouvoir appuyer cette mise en œuvre, tout en soulignant également les besoins d'appui, qu'ils soient
qui sont importants de noter de la part des autres acteurs. Il y a également eu un autre point très important, c'est vraiment la nécessité d'élaborer ou d'avoir une meilleure coordination des acteurs de l'éducation, qu'il s'agisse du PROVED, des sous-PROVED, des ONG locales et internationales. L'atelier a été vraiment un important moyen de souligner à quel point cette synergie d'action était importante pour faciliter la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles et par ricochet, la sécurisation des espaces scolaires dans la province. Slide, s'il vous plaît. Diapo. Voilà, donc c'était assez rapide et bref. Merci beaucoup pour votre attention et je suis disposée à répondre aux différentes questions juste après. Evelyne, à toi, j'espère que je suis dans les temps. Tu es dans les temps, mon minuteur n'a pas sonné. Je te remercie, Mariam. On reviendra vers toi s'il y a des questions. Vous pouvez, les participants, d'ores et déjà écrire vos questions et on les prendra à la fin. Donc, on a parlé de la sécurisation des espaces scolaires. On a parlé des menaces, des attaques dans l'environnement scolaire. Il se pose aussi la question des recrutements et le fait que les enfants sont utilisés par les forces armées et les groupes armés. Donc, on va retenter une vidéo. Cette fois-ci, c'est un témoignage qui nous a été partagé grâce à une organisation qui s'appelle Action pour la restauration de la paix et de la justice, grâce à Isaac Mionia, qui est le coordinateur de cette organisation. Et c'est une jeune fille qui témoigne. Donc, pour des raisons très évidentes de protection des mineurs, la jeune fille témoigne anonymement. Elle retrace son parcours d'enfant associé aux forces armées et aux groupes armés. Et elle est au micro d'un collègue de l'ARPJ qui s'appelle Willy Kalanga, qui est officier de protection de l'enfant. Donc, on va voir si on peut visionner la vidéo. Il n'y a pas le son. Alors, Agent de 15 ans sorti dans un groupe armé dans le territoire décalé au sud Kivu en RDC, qui malheureusement la situation de vulnérabilité de sa famille, elle reste dans la communauté sans aucune occupation. Bonjour ma fille. Bonjour. Tu peux nous parler de votre histoire? Oui. Je suis une fille, actuellement je totalise 15 ans de naissance. Un jour, je rentrais à l'école, j'ai vu les hommes armés en route. Ils étaient au nombre de 3 et 2 autres derrière moi. Ces hommes armés m'ont dit, tu viens d'où? Et tu vas où? Je leur répondu, je viens de l'école et je vais à la maison. Ces hommes armés m'ont dit, nous partirons avec toi jusqu'à la maison que nous vivons avec notre commandant. Je leur posais comment et pourquoi. Ces hommes armés m'ont dit, ne discutez pas avec nous parce que nous sommes des hommes armés. Ces hommes armés m'attiraient forcément jusqu'à la maison qu'ils vivaient avec leur commandant. Quand leur commandant m'avait vu, il a dit qu'il a besoin d'une fille vierge. Je leur dis, je suis encore une fille et j'ai besoin de continuer avec mes études. Le commandant m'a dit, ne discutez pas avec nous. Tu resteras ici, tu garderas nos fiches et tu seras marié avec mon fils. J'ai dit à ces commandants, je n'ai pas besoin d'être marié, mais j'ai besoin de continuer avec mes études. Malheureusement, le commandant n'a pas accepté. Et 8 mois plus tard, j'ai vu le groupe de l'ARPJ venir sensibiliser le commandant que la place de l'enfant, ce n'est pas dans le groupe armé, mais c'est à la maison, même à l'école. C'est ainsi que le commandant nous a libérés. Nous étions au nombre de 31 enfants jusqu'à la maison. Malheureusement, mon père et ma mère sont tous tués au chat par les hommes armés. Tu as besoin maintenant, comme tu es déjà dans la famille, j'ai besoin de continuer avec mes études pour aider mes frères et ma communauté. Car nous restons sans aucun parent. Et je les demande de retirer les enfants qui sont encore dans les groupes armés.
Ok, donc c'était le témoignage de la jeune fille. J'ai bien vu vos commentaires sur la qualité du son. On y avait pourtant travaillé. Si possible, vous, de votre côté, d'augmenter le son. Je mets le script pour référence plus tard. Donc, c'était pour illustrer en fait l'histoire de cette jeune fille. Et je vais maintenant passer la parole à Sandra Maignan. Je reprends mes notes. Donc, Sandra qui travaille pour Plan Canada, qui est co-lead du groupe de travail EAFAG et AFAG, qui veut dire Enfants associés aux forces et groupes armés. Et c'est donc un groupe de travail qui est au sein de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Donc, sans plus tarder, Sandra, je te passe la parole pour parler de cette thématique très importante, particulièrement en RDC. Merci Emeline et bonjour à tous. Donc oui, Merci. je vais vous parler des EAFGA. Donc c'est l'acronyme que je vais utiliser. J'espère que certains d'entre vous sont familiers déjà. Donc c'est un problème de protection de l'enfance qui est vraiment présent en RDC et ce depuis, je dirais presque des décennies. Hein, donc c'est pas nouveau. Les derniers chiffres du rapport des Nations Unies de 2022 nous disent qu'il y a eu 1545 enfants recrutés, dont 1293 garçons et 252 filles, tout en sachant que bien sûr, c'est qu'une représentation probablement partielle de la réalité, puisque ce sont que les enfants qui ont pu être identifiés, documentés selon les normes des Nations Unies. Donc, on peut imaginer qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui sont recrutés. Je voulais aussi souligner la différence entre les garçons et les filles. Donc, c'est un problème de protection où on voyait principalement des garçons et de plus en plus, on arrive maintenant à documenter les filles. Donc, bien que les garçons soient plus nombreux, il y a également énormément de filles qui sont victimes du recrutement et il ne faut pas les oublier. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu du lien entre l'éducation et le recrutement des enfants. Donc, ce lien, il intervient à plusieurs niveaux. Donc, lorsqu'on parle du recrutement des enfants, souvent on distingue trois éléments. La prévention, donc qui vise à prévenir le recrutement des enfants. La phase de libération, donc où les enfants sortent des groupes armés. Donc là, souvent, on distingue une phase de libération soit de manière formelle ou informelle. Donc, de manière formelle, c'est lorsqu'ils passent par tout un processus en lien avec les autorités de sécurité du pays, hein, où ils sont formellement identifiés et ensuite libérés. Et puis, il y a aussi la phase informelle, où là, les enfants vont quitter le groupe armé par eux-mêmes. Donc, et ensuite, il y a la phase de réintégration, où là, on va intervenir pour faciliter la réintégration des enfants dans le milieu familial et communautaire. Et donc, dans ces trois phases, les activités d'éducation interviennent au niveau de la prévention, au niveau de la réintégration. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Au niveau de la prévention, on l'a entendu déjà, hein, il y a un lien très fort entre l'éducation et le recrutement des enfants. Donc, l'accès à l'éducation est un élément de prévention du recrutement. Donc, on sait que les enfants qui sont à l'école ont moins de risques d'être recrutés que ceux qui sont en dehors de l'école. Mais pour ça, il faut que l'éducation, il faut que l'environnement scolaire soit sécurisé. Et on l'a vu, hein, ce n'est pas toujours le cas. Donc, si l'école est un lieu à proximité d'un checkpoint, par exemple, où là, il y a un lien entre les forces armées et les enfants, ça peut conduire à du recrutement. Sur le chemin de l'école, cette jeune fille l'a très bien expliqué, elle a été recrutée sur le chemin de l'école. Donc, le chemin de l'école doit être aussi sécurisé pour prévenir le recrutement des enfants. Maintenant, en termes de réintégration, l'éducation est aussi un élément très important. Ça va permettre aux enfants de normaliser leur environnement, de faire cette transition entre une identité militaire vers une identité civile. Et notamment dans le cas de la RDC, des jeunes filles nous ont expliqué comment le fait d'avoir un diplôme, le fait d'avoir réussi un cursus scolaire formel leur permettait de retrouver une certaine valeur. Donc le fait d'avoir fait partie des groupes armés, le fait d'avoir eu des enfants, d'avoir connu les hommes, hein, comme on dit souvent en RDC,
eh bien, avait conduit à une forme de dépréciation, hein, entre guillemets, de leur valeur. Et elles n'étaient plus considérées comme bonnes à marier, comme acceptables, comme épouses pour les hommes de leur communauté. Et le fait d'avoir eu accès à l'éducation, d'avoir eu un diplôme, eh bien, à nouveau, elles retrouvaient leur valeur au sein de leur communauté et elles étaient à nouveau acceptées pour être mariées aux hommes. Donc ça, vous voyez comment le lien entre l'éducation et le recrutement des enfants et surtout leur réintégration est vraiment très fort. Donc, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je n'ai malheureusement pas le temps, mais je peux vous parler aussi de certaines ressources que nous avons développées. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Il y a plusieurs ressources, plusieurs outils que nous avons développés au sein du groupe de travail sur les EAFGA. Donc, il y a une boîte à outils qui permet de donner en fait des lignes directrices sur le développement de programmes pour les EAFGA. Et il y a tout un volet sur l'éducation. Nous avons réalisé l'année dernière une note technique spécifiquement sur les programmes d'éducation pour les EAFGA. Donc, vous pouvez retrouver sur notre page web. Nous avons aussi fait une note technique sur les moyens de subsistance pour les EAFGA, et ça, c'est un point important. Ça fait souvent partie des programmes d'intervention. Là, j'aimerais souligner que souvent, on oppose éducation et moyens de subsistance, hein, c'est-à-dire qu'aux enfants, on leur propose soit l'éducation formelle, où on va dire, ça peut être informel également, soit des moyens de subsistance pour apprendre un métier, pour créer un petit commerce, etc. Et souvent, ce qu'on entend, c'est que les enfants souhaitent avoir accès aux deux, puisque les deux sont complémentaires. Nous avons fait une note technique sur les filles. Comme je disais au début, les filles sont souvent les grandes oubliées des programmes pour les EAFGA. Et donc, nous avons développé cette note technique qui permet de vraiment mettre l'accent sur leurs besoins spécifiques avec toute une série de recommandations sur comment répondre à leurs besoins. Sur la base de la boîte à outils, il y a ce qu'on appelle un MOOC. Donc, c'est une opportunité d'apprentissage en ligne sur comment développer des programmes pour les EAFGA. Donc, c'est disponible en français. C'est un parcours de 6 semaines à raison de 3 heures de travail par semaine où vous êtes guidé pas à pas avec des exercices, des lectures, des vidéos sur comment développer un programme pour les EAFGA. Et puis, je vous invite aussi à rejoindre notre communauté de pratique en ligne, qui est un espace où vous pouvez poser des questions, où vous pouvez avoir accès à toutes les ressources qui sont développées autour des EAFGA. Et donc, tout est automatiquement traduit dans la langue que vous souhaitez, donc vous pouvez très facilement accéder en français. Et puis, donc la chaîne YouTube que nous avons développée avec le groupe de travail EAFGA, où vous allez pouvoir retrouver la playlist française avec tous les enregistrements de toutes les activités, tous les webinaires que nous avons fait autour des EAFGA. Voilà, et puis donc vous allez retrouver, je suppose, tous les liens vers ces différents outils dans le chat. Merci Nathalie. Et puis n'hésitez pas à me contacter également si vous souhaitez en savoir plus sur le groupe de travail et sur les différents outils que nous avons développés. Merci beaucoup, Sandra. C'était un plaisir de t'écouter. C'était très clair. Je te remercie pour ça. Et oui, tout va être partagé par la suite. On va maintenant visionner une vidéo, un témoignage qui, cette fois-ci, est anonyme. C'est un coordinateur de terrain de l'ARPJ qui, de la même façon que l'autre témoignage, a été recueilli grâce à Isaac Mionia et à Willy Kalonga. Donc, on va visionner la vidéo. Ma vidéo ça bien ça. À Calais, où nous rencontrons un animateur terrain qui va nous dire sur les activités qu'il organise en faveur des enfants affectés par les conflits armés à l'est de la RDC. Je suis l'animateur terrain au sein de l'organisation Action pour la restauration de la paix et la justice. Je travaille avec les enfants sortis et utilisés dans les groupes armés. Je travaille également avec les enfants égarés avec leurs familles et les enfants déplacés. L'organisation milite pour la promotion des droits et l'éducation des enfants affectés par les conflits armés. Nous travaillons spécifiquement dans les zones affectées par
les crises humanitaires à l'est de la RDC. Comment votre projet aide à la protection de ces enfants affectés? Notre projet aide ces enfants affectés par les conflits armés parce que nous mettons l'accent sur la protection et l'éducation de ces enfants. Il n'y a pas même un mois qu'on a organisé une mission conjointe de vérification et sortie des enfants associés dans les groupes armés dans le territoire de Calais, au sud Kivu, où on a réussi à retirer 270 enfants et ces enfants sont actuellement dans leurs familles biologiques et ils sont en train de s'intégrer progressivement malgré les difficultés. Quelles sont les activités éducatives que vous proposez à ces enfants après leur sortie dans des groupes armés? Les enfants sortis dans les groupes armés, on leur propose de revenir dans les milieux, de revenir à l'école. Parce que la réintégration scolaire, c'est une réintégration durable. Et c'est pourquoi nous, après avoir récupéré ces enfants utilisés dans des groupes armés, on leur conseille de revenir à l'école, de réintégrer le scolaire pour être utile demain pour la communauté, pour leur famille et pour le pays en général. Quels sont les besoins pour que ces enfants ne rentrent plus dans les groupes armés? Les enfants sortis dans les groupes armés ont de multiples besoins et non pas seulement les enfants associés aux groupes armés, même les enfants déplacés, même les enfants égarés de leur famille, ils ont de multiples besoins, entre autres les besoins de réintégration scolaire, kit scolaire, les besoins en soins de santé primaire, les besoins en hoche, les besoins en abri, les besoins d'une prise en charge psychosociale pour rétablir leur psychologie. Aussi, ces enfants ont besoin d'un accompagnement médical, comme je viens de le souligner. Quels sont les conseils que vous donnez aux enseignants qui encadrent ces enfants? Les conseils que nous donnons aux enseignants qui encadrent ces enfants dans leur classe, c'est tout d'abord de supporter les caprices de ces enfants qui ont été utilisés et qui manipulaient du jour au jour les armes et les fétiches dans la brousse. On leur conseille de les prendre comme tant d'autres des enfants de la communauté et aussi nous en tant qu'organisation nous aidons à ces enfants, aux enseignants au renforcement des capacités sur comment continuer à renforcer la prise en charge psychosociale de ces enfants parce que ce n'est pas facile. Un enfant qui a été utilisé pendant une année dans un groupe armé, il manipulait ne vise que les armes, les fétiches et autres. Et ce ne sera pas facile de commencer à manipuler la craie, de manipuler les cahiers et les outils scolaires. Voilà ce que nous conseillons aux enseignants. Ok, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Pardon, c'était donc le témoignage qui nous aide à comprendre la façon dont il procède via l'intervention de certaines organisations pour la libération et la réintégration, comme le mentionnait Sandra dans sa présentation. Donc, on a parlé de protection du droit à l'éducation. Vous pouvez également utiliser le manuel des normes minimales de l'INE en allant dans le domaine 2, accès et environnement d'apprentissage, la norme 2 qui est sur la protection et le bien-être, la norme 3 qui est sur les établissements et les services qui sont très utiles pour vos activités. On va passer maintenant au volet continuité éducative et besoins. Donc, on va entendre les perspectives de différents acteurs de l'éducation en situation d'urgence en RDC, une ONG locale, BIFERD, et une ONG internationale, Danish Refugee Council.
Donc, on va visionner tout de suite la vidéo de Jonas Abimana, directeur de BIFERD, qui avait ouvert le webinaire. Chers partenaires, bonjour. Je m'appelle Jonas Abimana. Je suis directeur exécutif de l'organisation Bureau d'information, formation, échange et recherche pour le développement BIFERD, une organisation basée en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, aujourd'hui nous allons parler de la question de l'éducation en urgence en RDC. Do you still have sound? Vous avez toujours du son? Je n'en ai plus. Non, ça a été coupé, on dirait. Partenaires, bonjour. Je m'appelle Jonas Abimana. Je suis directeur exécutif de l'organisation Bureau d'information, formation, échange et recherche pour le développement BIFERD, une organisation basée en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, aujourd'hui nous allons parler de la question de l'éducation en urgence en RDC. Depuis que les crises ont commencé, en mars 2022 jusqu'à aujourd'hui, plus de 177 000 enfants ont été affectés par la crise. Les écoles ont été occupées par les déplacés. Les écoles ont été utilisées par les déplacés. Certaines écoles ont été même occupées par les groupes armés. Et il y a eu vraiment des casses et des impacts terribles sur l'éducation au vu du nombre d'enfants qui sont aujourd'hui en dehors du système éducatif. Malgré cette situation, notre organisation a vraiment fait une lutte pour l'éducation des enfants à travers des actions de plaidoyer que nous avons mises en place en collaboration avec d'autres acteurs. Je vais citer UNICEF, je vais citer Save the Children et les autres. On a vraiment travaillé ensemble pour faire des actions de plaidoyer. Et aujourd'hui, dans certaines zones occupées par les groupes armés, nous avons trouvé que pas mal d'écoles ont repris. C'est vrai, les enfants ont connu des retards, mais il y a quand même des écoles où les cours ont recommencé et ça donne déjà un souffle de vie à des milliers d'enfants. Pour le cadre de notre organisation, nous avons déjà distribué plus de 106 000 kits scolaires aux enfants. On a déjà distribué 2040 kits aux enseignants, dont les kits pédagogiques. Et nous avons aussi déjà distribué 340 kits dans les écoles situées dans les zones occupées par les groupes armés. Mais qu'à cela ne tienne aussi, notre organisation a continué à sensibiliser les parents, les enfants sur le retour à l'école. Et aussi des formations aux enseignants. Je me souviens au mois de janvier, on a formé plus de 50 enseignants sur l'éducation en situation d'urgence, incluant les thématiques clés telles que l'éducation sensible au conflit, l'éducation à la paix, la pédagogie centrée sur l'enfant et l'appui psychosocial. Et ces formations ont été faites entre BIFERD en collaboration avec les inspecteurs d'enseignement venus de la sous-division éducationnelle des zones où nous avons travaillé. Mais les actions aussi de plaidoyer ont continué parce que grâce à ça, nous avons mis à mobiliser des financements auprès des autres partenaires. Pour le cas d'espèces, aujourd'hui, nous avons un financement du fonds humanitaire que nous avons déjà mobilisé pour mettre en place des espaces temporels d'apprentissage dans les zones de déplacement des populations, mais aussi la sensibilisation, la formation des enseignants et la distribution des kits scolaires dans des zones où nous n'avons pas encore été entre janvier, février et mars. Il faut aussi comprendre que notre organisation est très active dans les mécanismes de coordination parce que nous participons aux réunions du cluster éducation, mais aussi notre organisation est lead du groupe de travail éducation dans les territoires de Rutshuru, qui est un des territoires qui a été suffisamment affecté par la crise actuelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, faire un appel à tous les acteurs éducatifs du monde entier pour que nous puissions vraiment mettre en place une solidarité exceptionnelle afin de venir en aide des enfants qui sont en dehors du système éducatif, serait vraiment une urgence. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Jonas. Sans plus tarder, je passe la parole à notre collègue Edmond Chamba,
qui est Education Manager au Danish Refugee Council. À toi, Edmond, j'espère que tu as une bonne connexion. Suivez. Allô? Edmond, allez-y, vas-y. Voilà. Excusez-moi, pour la vidéo, ça me complique un peu, mais je vais continuer tout simplement avec l'audio. Je m'appelle Edmond Chamba. Je suis le programme manager du programme Education Program Manager de DRC au niveau de Ituri, en RD Congo. Voilà. Là, DRC intervient avec un projet en éducation et protection dans les deux provinces, donc l'Ituri et le Nord Kivu. En Ituri, nous sommes dans trois territoires. Nous sommes dans le territoire de Mahagi avec 14 écoles, dont 4 en déplacement. Le territoire de Djougou avec 12 écoles, dont 6 en déplacement. Et le territoire d'Irumu, précisément à Komanda, avec 16 écoles, dont 12 écoles en déplacement. Et là, nous avons intervenu en faveur, avec un paquet d'éducation, en faveur de 17 825 enfants, dont 5 052 enfants, 6 601 enfants déplacés, 6 601 retournés et 6 170 enfants de la communauté haute. Donc, le tout, c'est 17 825 enfants qui suivent le cours actuellement dans 42 écoles qui ont été ciblées par le projet ECHO depuis 2021. Voilà, 2022. Et si nous allons au troisième slide, je pense, nous allons parler... Edmond, pardon, je précise que si les participants veulent connaître le projet dans son détail, ils pourront reprendre la slide que tu viens de présenter. Je te laisse continuer. Très bien. Dans le deuxième sous-point, dans le troisième slide, c'est juste l'usage des normes minimales innées. Donc, nous, chez DRC, dans nos interventions, nous utilisons les normes minimales innées parce que nous faisons participer la communauté dans nos actions, notamment dans la sélection des écoles, dans l'identification de la cible. Donc, ils participent activement, ils sont impliqués dans la coordination, dans le suivi, donc avec la norme fondamentale, les normes fondamentales, ils participent activement. Et avec le deuxième domaine des normes qui est l'accès et l'environnement d'apprentissage, nous mettons en place des EAT, des espaces d'apprentissage temporaire et des toilettes. Et avec le troisième domaine des INE, nous choisissons avec les inspecteurs, nous mettons en place les cours de récupération et nous choisissons les thèmes, les cours qu'on peut donner aux enfants. Et avec le quatrième norme, avec avec les troisième norme, nous sélectionnons les enseignants en collaboration avec les inspecteurs et nous les formons, nous renforçons leurs capacités. Et en fait, le quatrième, cinquième domaine, nous travaillons conformément aux lois et politiques de DRC en respectant la gratuité de l'enseignement. Alors, quelles sont les difficultés que nous rencontrons lorsque nous mettons en place nos activités? Les difficultés sont là, sur le troisième slide. Il y a l'activisme des groupes armés d'ordre ethnique qui causent l'insécurité dans le milieu où nous intervenons, dans nos zones d'intervention. Il y a le déplacement à répétition de paisibles populations. Il y a aussi le financement insuffisant pour répondre aux besoins de l'éducation qu'on a évalués. Et quelquefois, l'accès physique. C'est une contrainte que nous rencontrons souvent pendant la période pluvieuse et surtout l'accès aussi sécuritaire. Et si nous avançons un peu, quatrième slide s'il vous plaît, je vais parler maintenant, après les difficultés, je parle de la continuité
de l'appui à la scolarisation des enfants. Dans le cadre de la continuité, comme nous avons soutenu 42 écoles, pour le moment, il y a 14 écoles du territoire de Mahagi qui sont passées donc, de l'urgence au développement. C'est ça le Nexus. Dans le cadre du Nexus, il y a INPA, donc International Partnership, comme vous le savez, ECO-Finance, non, l'Union européenne finance ECO avec les urgences et ça finance INPA avec le développement. Donc, il y a 14 écoles du territoire de Mahagi qui sont passées de l'urgence et qui sont soutenues actuellement par l'INPA avec 3 axes prioritaires, donc l'accès à l'éducation des filles et des garçons, la capacité des enseignants, donc le renforcement des capacités des enseignants, et aussi les jeunes bénéficient d'opportunités de formation professionnelle et d'un accompagnement qui favorise leur réintégration socio-économique. Donc, il y a le 3e volet qu'on va maintenant travailler dans le cadre du développement. Nous allons soutenir les centres de formation professionnelle dans ces 14 écoles, dans cette zone-là, pour effectivement permettre aux jeunes, aux enfants et jeunes qui ont terminé, qui ont été soutenus par ECO, mais qui n'ont pas eu la chance d'accéder à l'école secondaire, faute de moyens, parce que l'école secondaire, ici, on paye l'argent. Maintenant, il y a ces enfants-là, ces jeunes, qui n'ont pas pu entrer à l'école secondaire, malgré l'appui de ECO. Maintenant, c'est ça la priorité de ces jeunes qui vont entrer dans les formations professionnelles des jeunes dans ce milieu. Voilà. Et pour terminer, nous avons aussi maintenant les suggestions. Donc, le dernier slide, nous avons les suggestions. Donc, au vu du nombre important des enfants non scolarisés à cause de conflits ethniques et armés, un financement suffisant et conséquent serait très important pour répondre tant soit peu aux besoins en éducation, protection de l'enfant dans cette partie de la RD Congo et favoriser l'accès de tous les enfants à une éducation inclusive de qualité dans des environnements sûrs et protecteurs. Ça, c'est vraiment la première suggestion primordiale. Les financements, c'est vraiment, sont insuffisants et on essaie d'encadrer, de soutenir un nombre insuffisant d'écoles, malgré qu'il y a une grande partie d'écoles qui ont besoin juste de notre soutien. Et nous avons aussi cette partie de la RD Congo étant caractérisée par les conflits armés ethniques, des interventions en éducation tenant compte des questions de conflit. Donc, peut-être la vulgarisation des stratégies, des interventions éducation tenant compte des conflits pourront être envisagées pour permettre aux acteurs humanitaires qui prêtent en éducation d'implanter des interventions en appliquant les normes minimales innées pour favoriser à tous les enfants d'accéder à l'éducation, mais aussi en pratiquant les stratégies de l'éducation sensible au conflit. Merci beaucoup. C'est ça, en bref, c'est qu'on avait préparé un rapport avec l'éducation d'urgence que nous menons ici dans l'Ituri. Merci. Merci beaucoup, Edmond. Et oui, on partagera aussi à la fin les liens vers le PAC et les informations sur l'éducation sensible au conflit. Et sans plus tarder, je remercie les intervenantes qui ont présenté et les personnes qui nous ont aidés à obtenir les témoignages. Et maintenant, je passe la parole aux participants. Nathalie, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont déjà prêtes pour qu'on puisse y répondre, ou bien si on... Oui, on a plusieurs questions déjà. Je ne sais pas si je les lis par bloc. Oui, commence, et puis on va Alors, on voir. avait une question d'Adama du cluster de l'éducation, qui donc remerciait Gilberte pour sa présentation très informative et demandait si elle pouvait revenir sur comment le cluster éducation travaille avec la protection de l'enfance dans la collecte des données, mais aussi dans la mise en œuvre des réponses, des leçons apprises et les challenges. Et pour Gilberte, pour rester avec Gilberte, il y avait une deuxième question de Mathilde Lemaire qui demandait quelles sont les actions menées par la RDC par rapport à l'implémentation de la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Ah, ce serait
un mix peut-être de Gilberte et Mariam. Oui, Voilà. Gilberte, es-tu là? Allô, vous m'entendez? Oui. D'accord. Merci beaucoup pour l'intérêt de notre présentation. Quels sont nos processus de travail avec la protection? Il faut noter qu'en en RDC, nous sommes vraiment dans une intersectorialité très prononcée avec la protection de l'enfant et nous ne concevons pas l'éducation sans la protection de l'enfant parce que pour nous, l'éducation protège les enfants, mais aussi en termes de protection de l'enfant. C'est vraiment un le cluster protection de l'enfant à responsabilité, child protection, il y a un état fort et nous travaillons vraiment de façon conjointe, même dans la présentation des projets, même si le cluster éducation, la coordinatrice du cluster éducation n'est pas là, c'est sûr que l'aspect de l'éducation en urgence est pris en compte par la coordination des classes de protection. Donc, même au niveau de nos indicateurs, il y a les indicateurs clairement définis de protection de l'enfant. Nous faisons un suivi au jour le jour des écoles qui sont attaquées ou des écoles vraiment des enfants aussi en difficulté à risque de protection. Nous avons les indicateurs en cela et c'est un suivi presque quotidien, sinon un rapportage mensuel que nous faisons sur l'éducation en urgence, mais dans une relation très intime avec la protection de l'enfant. Dans tous les aspects, en fait, depuis l'évaluation, la planification, jusqu'à la fin de toutes les activités que nous avons à faire, tant dans le cycle de coordination comme dans les projets, nous nous assurons que vraiment l'éducation aille de pair, que les questions de protection des enfants ressortent dans ce que nous faisons au niveau de la coordination et au niveau de tous nos partenaires. C'est pour cela que dans notre plaidoyer, nous avons fait ressortir en début d'année que 80% des enfants ciblés par la protection étaient des enfants d'âge scolaire, donc qui devaient être à l'école. Et donc, nous avons ensemble des cibles communes. Et même que nous avions 20% des enfants ciblés par le cluster VBG, qui sont aussi des enfants du cluster éducation. On ne saurait donc travailler en silo et pour toucher ces mêmes enfants, nous sommes obligés d'aller dans l'intersectorialité avec, en essayant de répondre aux besoins multisectoriels de ces enfants-là. La deuxième question, si vous pouvez me rappeler cela. Oui, bien sûr. Alors, il y avait une deuxième question qui parlait sur les actions menées par la République démocratique du Congo par rapport à la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Très bien. Là, nous sortons, la semaine dernière, nous étions à Tanganyika où nous avons formé les membres du cluster éducation de Tanganyika. Et le point sur les attaques contre les écoles était vraiment à l'ordre du jour avec la déclaration et les lignes directrices. Le travail que nous faisons d'abord, c'est un travail d'information des acteurs de la communauté pour que tout le monde sache que cette initiative existe et a été endossée par la République démocratique du Congo. Et donc, une action est à faire d'abord de connaissance, d'information
de la disponibilité de ces documents-là et maintenant aussi comment est-ce que chaque acteur, chaque groupe d'acteurs doit intervenir. Et ce que nous avons vraiment montré ici, c'est que chacun, de par sa position, devait vraiment avoir une action à mener. Mais il faut savoir que déjà, au niveau du cluster l'année dernière, sous le financement de ces étudiants, on avait eu un atelier pour voir quel était l'état d'avancement de mise en œuvre de cette déclaration. Donc, l'action est en train d'être faite vis-à-vis de la partie gouvernementale, mais aussi sur le terrain avec les partenaires de tous les bords, tous les partenaires impliqués dans l'éducation en urgence. Merci. Ok, merci Gilberte. Je voudrais savoir si Mariam a quelque chose à ajouter et malheureusement, on va devoir clôturer parce qu'on n'a plus les collègues d'interprétation pour les participants anglophones ou non francophones. Mariam, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, merci beaucoup, Emeline. Et je voulais vraiment appuyer ce que Gilberte disait précédemment par rapport à la dissémination. Comme souligné, depuis 2016, il y a eu quelques initiatives, il y a eu des tables rondes auxquelles ont pris part les différents ministères de tutelle et les acteurs de l'éducation. Pas plus tard qu'en 2022, en septembre 2022, il y a eu une table ronde, ou plutôt un sommet sur la démocratie en RDC qui avait justement pour objectif de discuter des enjeux en lien avec la mise en œuvre de la DSE. Mais à ce stade-là, ce que les acteurs sont en train de faire, c'est vraiment un travail de fond en ce qui concerne la dissémination de la déclaration en elle-même, parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une méconnaissance de l'outil, du document en question, et sans la connaissance du document, eh bien, la mise en œuvre, elle va être un petit peu problématique. Donc, c'est aussi le lieu de rappeler l'importance justement de suivre les engagements qui ont été pris par les acteurs dans le cadre de ces conférences, de ces ateliers, mais également de mettre sur place un comité national. Et lors du sommet, notamment en 2022, l'un des points d'action, c'était justement la mise sur pied d'un comité national de suivi de la déclaration sur la sécurité dans les écoles, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. Et c'est ce comité-là qui est guidé par le gouvernement qui permet justement l'appropriation et la dissémination et la mise en œuvre effective de la déclaration. Donc, à notre niveau, nous essayons autant que possible d'appuyer les acteurs dans ce sens-là, notamment à travers le plaidoyer et puis les formations. Merci. Très bien, merci beaucoup Mariam. Hervé, Joseph, j'ai vu que vous avez la main levée. Je sais qu'il y a d'autres questions qui ont été écrites. Je vous invite à nous les envoyer. Vous pouvez m'écrire votre question, je la partagerai avec les intervenants. Si ce sont des commentaires, je tâcherai d'y répondre également. Au mois de mai, on a les rencontres de l'INE, donc j'espère qu'on pourra continuer ces conversations à ce moment-là. Donc je remercie je remercie toutes les contributions qui ont été apportées. Je suis désolée de terminer précipitamment de cette façon, mais on peut effectuer un suivi et se retrouver lors d'une rencontre innée. Donc, restez en contact. Vous aurez toutes les informations compilées sur un même espace, donc la page web de l'INE. Et si on peut soutenir vos efforts en termes techniques, parce que l'INE, on est là pour vous aider, vous orienter sur comment faire les choses, les mettre en lien avec les normes minimales et avec les publications que l'on a, les notes d'orientation, contactez-nous. Et voilà. Et puis, si c'est pour reconnecter avec les personnes du cluster ou les autres intervenants, on tâchera de le faire aussi. Je remercie les collègues dans les coulisses. Et voilà, je vous souhaite bon courage à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.